Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'angoisse qui paralyse le corps et saisit l'esprit d'épouvante a toujours suscité des interrogations religieuses, philosophiques et psychanalytiques. Nous y sommes tous confrontés et certains en sont malades. Mais quelles que soient les origines singulières de nos angoisses, c'est la perte, la dissolution du sens qui ouvre soudain sous nos pieds un abyssal abîme. Et Freud résume ainsi. Je cite ce texte d'une très brûlante urgence. Le progrès de la civilisation saura-t-il et dans quelle mesure dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agression et d'autodestruction? À ce point de vue, l'époque actuelle mérite peut-être une attention toute particulière. Les hommes d'aujourd'hui ont poussé si loin la maîtrise des forces de la nature qu'avec leur aide, il est devenu facile de s'exterminer mutuellement jusqu'au dernier. Ils le savent bien, et c'est ce qui explique une bonne part de leur agitation présente, de leur malheur et de leurs angoisses. Cette émission de 1976, en compagnie d'un philosophe, Paul Ricoeur, et d'un psychanalyste, Serge Leclerc, permet de faire le point. Comme chaque lundi, France Culture présente L'autre scène ou Les vivants et les dieux. Une émission de Claude Métras et Philippe Nemo. Aujourd'hui, l'angoisse. Avec Julie, Serge Leclerc, psychanalyste, et le philosophe Paul Ricoeur. Comment ça se passe, une crise d'angoisse? Ça te prend avec un nœud à la gorge. Et puis moi, quand ça venait, ça m'immobilisait. Je pouvais plus rien faire, je pouvais pas bouger, pratiquement. Ou alors, s'il y avait des amis à ce moment-là, ils me traînaient, pratiquement. C'est les renforts d'insister, mais viens. Je finissais par aller, mais j'étais pas avec eux. Où est-ce que tu étais? Oui, j'étais avec eux physiquement. Mais je pouvais pas écouter, je pouvais pas échapper à l'angoisse, tu vois. Je pouvais pas échapper. J'étais obsédée par l'idée que c'était là. C'était comme quelque chose d'étranger qui venait dans moi et qui quittait pas. Tu avais peur de quoi? C'est difficile à dire. À ce moment-là, j'avais peur de rien. J'avais une impression de malaise. Et même des fois, j'essayais de me demander pourquoi j'étais comme ça. Mais c'était impossible d'arriver à un résultat, une réponse. Et alors quand j'essayais de raisonner, c'était encore pire. Parce qu'en plus, non seulement j'étais angoissée, mais j'essayais de raisonner et les raisonnements me montraient que j'aurais pas dû l'être. Et je l'étais encore, alors c'était que ça n'aboutirait jamais, tu vois. J'étais persuadée que c'était quelque chose qui allait durer tout le temps. Et puis en fait, non. Mais quel type de raisonnement tu te fais quand tu es angoissé? Eh bien, j'essaye de voir ce qui a provoqué la crise. Alors je me demande pourquoi maintenant. Puis il y avait des fois des circonstances déclenchantes, mais c'était probablement que des circonstances que
j'imaginais, parce que normalement, si on en prend conscience, ça doit être jugulé, non? Oui, si on prend conscience des causes qui ont déclenché la crise, on pourrait penser que c'est jugulé par le fait même. Ben Mais en oui. fait, ça l'est pas. Alors comment ça se passe? Je sais pas, ça dépend. Il y a deux solutions. C'est où je prenais conscience de fausses causes, ou alors et j'étais pas consciente des vraies causes. Mais tu les as connues après, les vraies causes? Non, j'ai jamais su. Donc présentement, tu les ignores toujours. Ben oui, je sais. Non, je sais simplement que j'ai été très angoissée, mais je sais pas pourquoi. Julie vient de nous décrire sa crise d'angoisse. Est-ce que c'est une situation paroxystique, pathologique, et par conséquent rare et anormale, ou bien peut-on considérer que c'est en plus concentré, en plus grave, le même processus qui se déroule habituellement quand on dit qu'on est angoissé? Ce que nous avons entendu là de Julie est un discours en différé, même si c'est direct, n'est-ce pas? Je ne pense pas, bien au contraire, que pendant l'entretien avec vous, elle ait été angoissée. La seule chose qui m'est frappée, c'est à certains moments son rire. Et cela m'a arrêté parce que c'est le seul moment où je sentais l'angoisse présente, dans la mesure où, chacun le sait, le rire, et plus précisément encore le fou rire, a le lien le plus étroit avec un affleurement de l'angoisse. Alors, ce dont elle parle, c'est-à-dire de ces crises d'angoisse, et de toute l'histoire pathologique qui est la sienne, et qui n'est sans doute pas seulement caractérisée par l'angoisse. C'est toute son histoire, c'est depuis le début. On peut assurément distinguer des moments paroxystiques et une sorte d'état constant qui est de sensibilité, de présence qu'elle n'arrive pas à formuler. Paul Ricoeur, l'angoisse est-elle un phénomène pathologique ou un phénomène normal? Je dirais que c'est le phénomène qui, justement, met en question la différence du normal et du pathologique, car ce que l'angoissé malade, enfin, j'entends celui qui s'adresse au psychanalyste, donc qui lui-même se déclare patient, appartient à toute une famille qui a bien d'autres figures. Et je crois que pour une réflexion philosophique, puisque c'est à ce titre que vous vous adressez à moi aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que le même nom d'angoisse soit porté par des troubles comme ceux qui viennent d'être décrits, où vraiment c'est la bête qui vous saute à la gorge, hein, l'angoisse, la gorge serrée, mais alors des phénomènes plus fins qui sont, à mon sens, essentiels à l'existence humaine. Enfin, je pense à 3 racines de l'angoisse, si vous voulez, qui ne seraient pas pathologiques au sens médical du mot, mais qui sont peut-être le pathos de l'existence humaine. Kierkegaard avait adressé notre regard à une source absolument primitive d'angoisse. C'est dans le fameux livre qu'il appelle justement le concept d'angoisse, c'est la fascination par soi-même devant tous les possibles qui s'ouvrent à nous, le sentiment de commencer quelque chose, d'inaugurer, et donc d'une certaine façon de changer la face des choses parce qu'on a fait ceci plutôt que cela. Alors je suis fasciné par un possible qui est de moi, mais qui m'apparaît justement comme plus fort que moi. Alors au fond, je m'angoisse moi-même.
Peut-on décrire une évolution type des crises d'angoisse? Je ne dirais pas comme ça. Ce qu'on est amené à voir en ce moment, qu'on soit psychanalyste ou non, enfin, quelle que soit notre position, c'est de plus en plus fréquemment des gens qui parlent de leur angoisse et des gens qui sont angoissés au moment où nous les rencontrons. La rencontre d'états anxieux paroxystiques est certainement fréquente. Est-ce qu'on peut pour autant en faire une entité pathologique? Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait intérêt à inscrire ce qui est de l'ordre de l'angoisse dans le cadre d'un discours médical, c'est-à-dire à le ramener, à le réduire à quelque chose qui se pense autrement. C'est bien pourquoi d'ailleurs nous faisons une émission sur l'angoisse. C'est pas une émission médicale, c'est une émission, disons, philosophique et de recherche spirituelle. Et l'hypothèse que nous formulons en choisissant ce sujet, c'est que précisément l'angoisse n'est pas une maladie, ou alors que si c'en est une bien spéciale, puisque tout le monde l'a à un moment ou à un autre. Alors, je crois qu'il y a là une racine, mais je ne dirais pas que Kierkegaard a tout dit sur l'angoisse. Je penserais même qu'il y a une autre angoisse qui est exactement opposée à la précédente, et où il ne s'agit plus de moi. C'est celle que Heidegger a plus particulièrement soulignée, qui serait, si vous voulez, le sentiment que tout ce qui est se détache sur un fond de néant. Et philosophiquement, c'est la question que Leibniz avait posée: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et c'est un sentiment qu'il aurait pu y avoir rien, si l'on peut dire. C'est absurde, bien entendu, puisqu'il y a tout ce qui est, mais c'est le sentiment de l'universelle précarité, que cela aurait pu ne pas être. Et alors, il y a une ombre jetée sur tout ce qui existe, qui est le symétrique, donc de ce vertige de tout à l'heure, qui est un vertige purement subjectif. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus cosmique. Vous trouveriez des expressions de cette angoisse chez des poètes comme Blake, comme Rimbaud, et chez Dostoïevski. Bon, alors c'est dans cette angoisse, en quelque sorte, il est très peu question de moi, justement. Je dirais même que je suis très absent. C'est plutôt la vision d'un monde lunaire, d'un monde désertique, d'un monde totalement dépeuplé. Hein. Alors c'est ce rien qui n'est pas moi, qui est tout ce qui n'est pas moi. Quand on est angoissé, on pense qu'on est vraiment soit angoissé, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Et quand on n'est plus comme ça, on pense que c'est la vraie nature de ne pas être comme ça. C'est deux aspects. D'ailleurs, même moi, quand je te dis, quand j'ai changé, c'était au retour de vacances, les gens ne me reconnaissaient plus. Même physiquement. Même physiquement? Même physiquement, ils disaient que ça se voyait. Bah oui, remarque, hein, c'est facile à comprendre. Oui. Quelqu'un qui pleure et qui est pétrifié. Oui. Et quelqu'un qui est plus vivant. Tout me faisait rire. Mais je crois que tu as mis le doigt là sur quelque chose qu'on pourrait élever au rang de loi du genre. C'est-à-dire, quand je suis angoissé, je crois que c'est moi. Et quand je ne le suis plus, je crois que celui qui était angoissé, c'était quelqu'un d'autre. Ben oui. J'arrive pas, c'est pour ça. La conscience est éclatée en deux. Ben oui. C'est comme si l'homme vivait pas de façon constante, mais que sa vie était hachée entre des moments où il est conscient et des moments où il n'est pas conscient. Alors que devient la notion du moi, de la conscience Mais attends. Et de la liberté? Quand est-ce qu'il est conscient? Dans ce que tu dis? Dans ce que tu dis, il est conscient quand il est sorti de l'angoisse, quand même. Parce qu'il se sent... Oui. Parce de la même façon que quand on rêve, on peut douter si on est réveillé ou si on dort. Quand en revanche, on est réveillé, on ne doute pas qu'on est réveillé. Oui. Bon, mais de la même façon, quand on est angoissé, on croit qu'on est dans un état normal et sans issue. Et quand on est réveillé de l'angoisse, on s'aperçoit qu'on était dans un état tout à fait spécial, dont on est sorti. Ben oui. Donc, la conscience est ballottée dans cette histoire-là.
Ben oui, je suis désolée. Mais j'arrive à Et que devient la liberté alors? Tu vas voir qu'à la fin de l'émission, tu vas être angoissée. Non, parce que j'ai mes moyens de défense à moi. Que devient la liberté? Il faut répondre franchement? Oui. Je m'en fiche. Et puis alors, je dirais qu'il y a une troisième angoisse qui réunit les deux peut-être, à moins que ce soit une racine tout à fait distincte, qui est évidemment l'angoisse de la mort, de devoir mourir. Par conséquent, c'est ce sentiment que, même comme dit le proverbe, si l'heure est incertaine, la mort est certaine, mais en même temps, elle rôde, je ne sais pas quand, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être plus tard, et donc il y a une fin à tout ce que je suis, tout ce que je désire. Alors, je ne sais pas si c'est une racine distincte des précédentes. Moi, je penserais volontiers que s'il n'y avait pas les deux autres sources d'angoisse, l'angoisse, disons, devant les possibles que je fais naître, mais qui m'assaillent, et s'il n'y avait pas aussi ce sentiment d'universelle fragilité, d'universelle étrangeté, d'universelle contingence, eh bien, ma mort serait peut-être aperçue tranquillement comme la fin nécessaire, un terme, comme quelquefois on voit, si vous voulez, dans les plus anciens écrits de l'Ancien Testament, il se coucha avec ses pères. Ben, ce serait cette espèce de mort tranquille d'avoir terminé mon œuvre, mais c'est parce que ma mort est ravagée en quelque sorte par les deux autres angoisses, l'angoisse de la liberté et l'angoisse du monde, qu'elle revient sur moi comme angoissante et me saute à la gorge. Alors ça pourrait revenir comme ça du jour au lendemain sans que... Oui, il y a des moments où je suis angoissée encore. Mais il y a des circonstances extérieures qui font que j'ai l'impression que les choses sont très difficiles. Tout est difficile et insurmontable. C'est l'impression que j'ai en moment d'angoisse. Que je peux rien faire. Et que c'est perdu d'avance. Par exemple, l'année dernière, très souvent, il n'y avait pas un moment où je n'étais pas angoissée. Je me levais, j'avais l'impression d'avoir un nœud. Tu dormais quand même. Je dormais, je prenais des médicaments pour dormir. Oui. Bon, je me levais, j'avais une espèce de nœud, une sensation de malaise, tu vois. Ouais. Et puis, ça me poursuivait comme ça. Puis je finissais par vivre avec. Hein. On s'habitue à tout. Et puis, généralement, dans la journée, il y avait un moment où le nœud s'épaississait. Hein. Alors là, c'était la bonne crise. Les crises, elles duraient dans les 3 heures maximum, quand même. C'est ça. C'est donc des crises vraiment aiguës. Oui. Mais généralement, c'était moins que ça. C'était 1 heure, 1 heure et demie. Les bonnes crises, c'était 3 heures. Enfin. Tiens, je vais te raconter une très bonne journée, je veux dire, du côté de l'angoisse. Eh bien, ce jour-là, j'étais très, très angoissée. Parce que j'avais revu un ami, qui n'était pas très net, lui non plus, et qui m'avait prévenu que ça allait être vraiment angoissant, le fait de se revoir. Tu vois, il prévenait comme ça. Enfin, faut dire aussi que je fréquente des gens qui... Enfin, je fréquentais des gens, c'est-à-dire que je me sentais un peu plus comprise par ces gens-là. Bon. Des gens pas très nets. Des gens... Ouais, qui connaissaient un peu ce que c'était que l'angoisse. Et alors, il m'avait prévenu comme ça la veille. Puis, c'était idiot, parce que peut-être il n'a pas été angoissé de lui. Mais alors moi, par contre, ça avait commencé le matin, alors là, vraiment d'une manière très forte. Et puis, ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. D'ailleurs, c'est ce jour-là que j'avais absolument pétrifié les amis qui venaient me voir. Parce que il n'y avait plus rien à faire, quoi. Mais tu pleurais où? Sur le lit? Sur une chaise? Non, j'étais à la fac. J'avais pleuré. Pendant les cours? Ah bah, j'étais pas allée en cours. Dans ces cas-là, je me dispense des cours. Mais tu étais où, là, dans un couloir? Oui, j'étais à la bibliothèque, et puis j'étais dans un couloir. Je pouvais plus rentrer chez moi, je pouvais rien faire. Alors ça avait duré comme ça toute la journée. De toute façon, tu dois pas avoir une grande conscience des lieux, dans ces moments-là. Bah, ça m'intéresse pas tellement de savoir si je suis à la fac ou... Ça. Alors? Dans le métro. Alors, voilà, et puis j'essayais de me dire, puisque comme ça avait duré une journée, j'avais quand même le temps de me poser des questions. Alors je me disais, mais c'est bête, pourquoi je suis angoissée comme ça? C'est pas parce qu'il m'a dit que c'était angoissant.
Et puis, évidemment, ça n'avait aucune prise. Ça continuait. Le raisonnement que tu faisais n'avait aucune prise. Ah non, vraiment, vraiment aucune prise. Moi, je pense qu'il y a un lien analogique entre tout cela, entre les formes les plus sauvages, c'est pas donc de la bête qui me prend à la gorge, et puis ces trois angoisses que je viens de dire, parce que ce qui me semble-t-il commun à tous, c'est que je n'en ai pas la clé, n'est-ce pas? C'est comme une sorte de bouffée qui me saute à la gorge. Et d'ailleurs, tout cela est probablement joué par le corps comme prise à la gorge. Précisément, il y a une sorte d'unité physiologique de cette angoisse, mais qui a peut-être plusieurs racines, plusieurs sources, avec ceci en commun que il n'y a pas d'objet déterminé. Et c'est le rien dont on s'angoisse. Mais comme nous ne sommes pas capables d'affronter le rien absolu, ce sont des figures du rien, en quelque sorte. J'irais presque dire que la typologie de l'angoisse que j'ai essayé d'esquisser est une sorte de typologie du rien, comment le rien vient à nous et accède à notre expérience. Nous avons vu quelle est la nature de l'angoisse, dans quelle impasse totale elle jette subitement l'être qu'elle a pris pour cible, quelle éclipse elle impose à la conscience, qui ne peut plus se raccrocher aux certitudes dont les gens normaux, ceux qui ne sont pas angoissés, font pourtant si grand cas d'ordinaire. Nous avons vu aussi que la frontière n'est pas finalement très marquée entre l'angoisse paroxystique, celle que nous avons vue dans les crises de Julie, et l'angoisse courante, celle de vous et de moi, celle que connaît ou que peut connaître tout homme normal. Maintenant, quelle est la cause fondamentale de tout ça? Quelle est la cause fondamentale de l'angoisse? C'est la question que se pose devant nous, tour à tour, Julie, l'angoissée, le psychanalyste Serge Leclerc, le philosophe Paul Ricoeur, chacun à sa façon et dans son langage. Et avec eux, nous allons découvrir le lien de l'angoisse avec la mort. Et le lien de l'angoisse de la mort avec l'impossibilité d'aimer et de rencontrer l'autre. Quant à Julie, elle ne prétend pas remonter aux vraies causes de ces crises. Elle avoue les avoir cherchées longtemps en vain et ne toujours rien comprendre à ce qui lui arrive. Alors donc, à chaque fois que j'avais une crise, je me demandais ce qui avait provoqué. Et puis j'ai jamais réussi à savoir. Enfin, je crois que j'ai pas réussi, puisque les causes que je trouvais ne me permettaient pas d'être moins angoissée. C'est-à-dire que quand tu avais des crises d'angoisse, et y compris dans ton enfance, hein, prenons l'ensemble de ton existence, le plus souvent, c'était sans raison apparente. Parce que, je prends un exemple, un contre-exemple plutôt. On peut être angoissé parce qu'on se croit atteint d'une maladie. C'est très fréquent, ça. Alors l'angoisse est disproportionnée par rapport à la cause.
Parce qu'en réalité, aucune maladie grave n'arrive comme ça. Il faut le temps qu'elle soit confirmée. Enfin, de toute façon, personne n'est sans espoir. Alors l'angoisse se déclenche à ce sujet-là, de façon disproportionnée par rapport aux éléments qui sont en notre possession pour juger. Mais toi, d'après ce que tu as l'air de dire, c'était même pas pour des raisons comme ça. Non, moi, il y avait une cause apparente, à chaque fois. Ah bon? Et par exemple? Ou bien c'était soit une façon de... Je raisonnais, je pensais à ce qui... Par exemple, à 18 ans, je pensais à ce qui m'arrivait. Et puis, évidemment, ça aboutissait à... Au fait, je pensais que tout ce que j'avais cru jusqu'à présent était faux. Alors donc, c'était une cause. Alors quand je me mettais à penser, ça finissait comme ça. Mais non, c'est très abstrait ce que tu viens de dire. Tu pensais que tout ce qui t'est arrivé jusqu'à présent... Non, que tout ce que j'avais établi comme étant des vérités, étaient en fait des fausses vérités, puisque ça se passait pas comme ça dans la vie. Et alors de ce fait-là, tu étais angoissée? Alors je commençais à être angoissée, oui. Tout de suite, c'est l'aboutissement du raisonnement. C'est l'effet contraire. C'est ça, le raisonnement en cas d'angoisse, pour résumer, ça sert pas à s'en sortir, c'est-à-dire à dissoudre les fantômes. Non, ça mais au contraire à renforcer les fantômes. Ou à provoquer. Enfin, à les faire apparaître. Et puis, d'autres fois, ça dépend. D'autres fois, c'était une circonstance particulière. Par exemple, quelqu'un qui se serait conduit d'une manière, mettons, mesquine ou n'importe quoi. Et je me sentais tout à fait différente. Donc, seule et angoissée. Tu vois? Non. Mais non, je vois rien du tout. J'essaie de expliquer les circonstances déclenchantes. C'était parfois une réflexion d'une personne, ou c'était parfois... je sais pas. Je crois que nous méconnaissons un petit peu ce dont nous parlons. Lorsque nous parlons de la mort, que nous sommes fascinés par quelque chose de son immobilité, de son caractère définitif. Et que celle-là, je dirais la mort objective, en fait nous n'en avons aucune expérience. Nous ne pouvons rien en dire. C'est une de ces zones de silence absolument indépassable et de ce fait-là aussi incontournable. S'il y a quelque chose dont on ne peut pas parler, c'est en effet de ce rapport à la mort réelle. Et pourtant on en parle beaucoup. Je pense donc que tous, nous avons par rapport à ce silence de la mort une façon d'y projeter quelque chose que nous ne cessons de vivre tous les jours et qui est, si je puis dire, notre propre mort actuelle que nous avons à vivre pour vivre. Ce qui, dans la tradition, enfin, pouvait se dire sous la forme tuer le vieil homme. C'est-à-dire qu'il y a toujours en nous quelque chose à faire mourir ou à tuer pour continuer à vivre, si le grain ne meurt. Que c'est cette mort-là dont nous parlons, avec laquelle nous avons rapport, et que c'est celle-là qui est angoissante. Car il y a toujours un travail c'est un travail simplement, on ne peut pas dire de destruction, un travail de vie, qui comporte toujours de
de renoncer, de détruire quelque chose que nous portons en nous, sur quoi nous sommes construits, sur quoi nous nous sommes faits, et qu'il faut constamment détruire pour précisément continuer à vivre. Sans cela, nous nous figeons dans une espèce d'image de nous-mêmes, ou dans un personnage qui ne vit plus. Alors, ce rapport à la mort, techniquement, je peux aussi employer des étiquettes ou des mots, c'est ce que nous pouvons appeler, dans la tradition analytique, le rapport à notre narcissisme. Et la position de l'analyste est quand même toujours d'une relative clairvoyance quant à ces attaches narcissiques ou à ces nostalgies narcissiques, et que c'est cela peut-être qui peut permettre de commencer à formuler quelque chose sur la position de l'analyste face à la mort. Je crois que c'est dans la mesure où je suis entré par la première angoisse dans l'idée d'une sorte d'infini, de possibilités illimitées, du sans borne, d'un tout est possible. Alors, lorsque cette angoisse du possible est vraiment arrivée à maturité, elle rebrousse en quelque sorte sur mon expérience de finitude pour la rendre absolument intolérable, car j'ai visé en quelque sorte l'infini et je retrouve toujours cette espèce de tristesse du fini, des tâches interrompues, donc des projets interceptés quelque part, je ne sais pas où. C'est donc cette espèce de mur qui va se dresser alors que j'ouvrais une voie, une route. Et oui, la première angoisse, c'était l'angoisse de la voie ouverte, et l'angoisse de la mort, c'est celle de la voie fermée. Et il faut sans doute que je sois entré dans cette espèce de perspective de l'esprit pour pouvoir éprouver ma mort comme une sorte de retrait, de retrait du projet, si vous voulez. Fondamentalement, je pense que l'angoisse c'est vraiment une expérience où se joue quelque chose de la difficulté, de l'impossibilité, ou au contraire de la preuve, de l'existence, du rapport à l'autre. Que c'est cette difficulté du rapport à l'autre qui est en jeu. Et toute l'expérience analytique tente de saisir ce qu'il en est dans l'actuel, dans le présent, de ce rapport à l'autre. La situation analytique n'est pas une expérience qui se déroulerait comme pourrait le faire penser son cadre, en dehors de la vie. C'est une expérience privilégiée, une sorte de situation expérimentale où la question du rapport à l'autre est là présente, en jeu. Pourquoi ? Parce qu'on est deux. Je vous dis pourquoi, je vous demande pourquoi. Subjectivement, l'angoissé ne pense pas qu'il l'est en fonction de rapport avec l'autre. Il pense qu'il est angoissé parce qu'il est malade, par exemple, c'est très fréquent, parce qu'il sent le monde basculer. Enfin, c'est lui-même qui semble surtout en cause. Alors, pourquoi dites-vous que ce n'est pas lui-même qui est en cause, mais son rapport à l'autre ? Parce que je pense que lui-même ne peut se définir, si tant est qu'on puisse employer ce terme, se saisir que dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on ne peut pas poser un moi, un soi-même, en dehors de quelque rapport à l'autre. Sauf peut-être dans la situation angoissante. Sauf peut-être dans la situation angoissante. Oui. Dans la situation angoissante, ce qui apparaît, c'est assurément un moi affolé qui ne sent pas l'autre, qui se trouve perdu.
D'ailleurs, Julie le dit, ses amis sont présents, ses parents, ses amis, tout le monde est là. Elle fréquente la bibliothèque de la faculté, qui est pleine de monde. Et justement, elle est complètement seule. C'est peut-être c'est ce qui me semble être le moment où on est le plus seul, finalement comme devant la mort. Oui, c'est pourquoi je m'étonnais un petit peu lorsque vous disiez tout à l'heure que l'angoissé ne le dit pas, enfin il ne dit pas que c'est son rapport à l'autre qui est en jeu, alors que, à mon oreille, il ne dit que ça. Et puis les moindres petits détails paraissent très gros, on me dit ne dramatise pas, dans ces cas-là. Qui te dit ça? Oh ben les gens qui sont autour de moi, parce que, si tu veux, quand je suis pas en grande crise, mais que je suis dans un état angoissé, je parle. La preuve. Alors ton angoisse les gens qui sont avec toi, peut-être? Je ne sais pas. Pas autant. Pas autant que moi, parce que ça a l'air vivable. Mais je pense, enfin, oui, en plus, c'était... Je pouvais pas sortir, je refusais d'être avec les gens. Enfin, ils me traînaient finalement parce que... ils arrivaient. Mais avec l'idée que ça allait être communicatif. Comme moi, ça m'était tombé dessus comme ça. Comme un virus, quoi. Comment ça que ça allait être communicatif? Eh ben, je pensais que s'ils restaient avec moi, ils allaient être angoissés eux aussi à la fin. Ah bon, tu avais peur de les angoisser? Ben oui. Mais alors je leur disais, mais non, partez. C'est épouvantable, ça. Bon, on se sent assez seul. Comment? On se sent assez seul dans ces cas-là. Ouais. Et culpabilisé en plus. Enfin, moi, c'était comme ça que je me sentais. Je dis pas que c'est tout le monde pareil. Et dans les moments de grande crise, les gens ne pouvaient même plus rien dire, tu vois. C'est la preuve que j'avais probablement en partie raison. Alors comment ça se déroulait alors? Parce que tu étais immobile, tu l'as dit tout à l'heure. Alors là, voilà, je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler. Et puis on me posait des questions. Des fois, dans le meilleur des cas, si les gens étaient de bonne composition, ils continuaient à essayer de me délivrer, tu vois. Et en posant des questions. Sinon, ils te laissaient tomber comme une vieille loque. Ah non, sinon, alors attends. Ou ils me posaient des questions et puis ça n'arrangeait rien. Ou alors, ça arrangeait provisoirement. C'est-à-dire, des fois, ça passait. Mais après, c'était encore pire parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai pu l'emmerder? Alors, c'était gênant, quoi. Ou alors, c'était eux aussi, je suppose qu'ils étaient peut-être angoissés. Ils pouvaient plus rien dire. C'était communicatif, tu vois. À force de dire, non, on peut rien faire, je crois que les gens finissaient par se dire, bah non, on peut rien faire. Alors, je sais pas si c'était parce qu'ils étaient angoissés ou alors parce que il n'y avait plus rien à faire. Il n'y a jamais quelqu'un qui a pu te venir en aide, vraiment? De façon efficace? Tu veux dire que tout d'un coup, ça partirait? Tout d'un coup, ou bien en 10 minutes, ou bien en une demi-heure? Ben oui, quand même, au bout de 3 heures. Au bout de 3 heures, j'étais quand même moins angoissée. Mais alors là, j'étais culpabilisée, en me disant, je m'en suis débarrassée, mais à quel prix? Quel prix pour l'autre, évidemment. Si l'on reprend ce que dit Julie, ça vient dès les premiers mots, n'est-ce pas? Pas avec eux, fermé, étranger, ou étranger qui vient en moi, tous les mots qu'elle emploie, quand elle commence à parler même en différé, sont des mots par lesquels elle questionne la présence de l'autre. C'est tout à fait typique aussi lorsqu'elle fait quelques remarques sur ses différentes relations avec ses thérapeutes, et qu'elle dit, bon, les meilleurs analystes sont peut-être aussi ceux qui sont angoissés, ou lorsque, à un autre moment, elle dit, devant cette exclamation de son analyste, quelle vie, que vous lui posez très justement la question de quelle vie parlait-il, de la sienne ou de la vôtre, je ne sais pas. Mais c'est exactement ça qui est en question. C'est-à-dire toujours, effectivement, ce rapport à l'autre. Maintenant, je dirais qu'il en est de ce rapport à l'autre ou de l'autre, lorsque nous parlons ici, un petit peu comme de ce terme d'angoisse, chacun a déjà organisé un petit peu ses défenses. Le moi, l'autre, bon, on a sa petite idée, sa petite psychologie ou sa petite philosophie qui fait que chaque chose est en place. Alors peut-être qu'il faudrait aussi interroger cet autre, ce rapport à l'autre. Justement, qu'est-ce qui, dans l'angoisse de ce rapport à l'autre, est troublé?
parce que vous dites ce qui est en cause, c'est son rapport à l'autre. Mais alors donc, est-il interrompu? Est-il au contraire tellement problématique qu'on finit par ne plus voir l'autre tellement on veut le voir? Enfin, en quoi le rapport à l'autre est-il pathologique dans le cas de l'angoisse? Je ne pense pas qu'il soit pathologique, je crois simplement que sa difficulté est mise en évidence. Je vais essayer de m'expliquer plus simplement, n'est-ce pas? Lorsqu'elle dit, par exemple, une formule qui me convient assez, que les meilleurs analystes sont peut-être les plus angoissés. Je ne le pense pas comme ça, mais je veux dire que ce sont certainement ceux qui ont travaillé la question de cette angoisse et qui sont à la fois capables de la reconnaître, de vivre avec, mais surtout qui sont capables de ne pas masquer la question qui est par là posée. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse, pour proprement parler, d'un état pathologique, je crois qu'il s'agit de la mise en évidence d'un rapport toujours difficile. Parce que les autres que nous rencontrons, les autres avec lesquels nous parlons, sont le plus souvent des personnages déjà figés dans une certaine organisation, de défense contre ce qui fait leur vie. Je pense à un exemple qui m'est familier, comme il doit être familier à beaucoup d'autres. Quand j'étais enfant, enfin j'étais angoissé comme tous les enfants, plus moi je n'en sais absolument rien, mais j'avais un symptôme et qui est très commun, c'est que je ne pouvais pas m'endormir si la porte était fermée, si la porte de la chambre était fermée. Il fallait qu'elle soit entr'ouverte. C'est-à-dire que quelque chose d'une communication, de lumière, d'air, enfin une communication immatérielle, soit concrétisée par l'ouverture de cette porte. Et évidemment, si la porte était fermée, c'était l'angoisse. Il suffisait que la porte soit entr'ouverte, qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un, c'était pas là le problème, il fallait que la porte soit entr'ouverte pour que cette angoisse ne se déclenche pas. Ça vous donne... Enfin, je prends cette expérience qui, je crois, est assez commune, qu'on retrouve dans beaucoup de cas de phobie beaucoup plus élaborées, phobie des espaces clos, au contraire phobie des grands espaces, où quelque chose de cette communication est là mise en évidence d'une façon tout à fait sensible. Ce défaut de la communication avec autrui, si tant est que ce soit là la cause fondamentale de l'angoisse, l'angoissé ne peut évidemment s'en délivrer tout seul. Car si la communication avec autrui a été interrompue, c'est pour des raisons profondes que l'angoissé lui-même ne perçoit pas et contre lesquelles d'ailleurs il ne peut rien. Il est seul avec son angoisse. Et alors, il va recourir aux solutions qui lui paraissent le plus à sa portée, à condition, évidemment, qu'il soit en état de chercher une solution, car parfois, l'angoisse le possède si complètement
qu'il ne songerait même pas à tendre la main pour attraper un tube de médicaments ou pour décrocher son téléphone. On dispose évidemment à l'heure actuelle de solutions humaines, de techniques de lutte contre l'angoisse, mais elles sont bien aléatoires en un siècle où la technique dans d'autres domaines fait tant de prouesses. Ces techniques, ce sont essentiellement les médicaments et les psychothérapies, en particulier la psychanalyse. Julie, Serge Leclerc, Paul Ricoeur nous en expliquent le mode de fonctionnement et nous en disent aussi les limites. Quel effet ça te fait, les médicaments? Ah bah moi, c'est un effet spécial. Il paraît que ils me font dormir, alors qu'ils devraient, au contraire, c'est des anxiolytiques, donc ils devraient calmer l'angoisse. Enfin moi, ils me faisaient dormir, alors peut-être que je n'étais pas angoissée en dormant. J'aurais pu me demander si j'étais angoissée la nuit. Et au réveil, tu te réveilles angoissée? Alors au réveil, je me réveillais, hein, c'est au passé tout ça. Oui. Je me réveillais avec une oppression. Et généralement, ça s'aggravait. Mais des fois, je pouvais vivre avec cette oppression toute la journée. Mais enfin, les gens qui t'ont donné ces médicaments sont des médecins, des psychiatres, des psychanalystes. Tu n'attends plus rien d'eux, alors? Non, j'ai toujours pensé que, de toute manière, j'allais voir le médecin et je lui disais, voilà, je voudrais un médicament qui calme l'angoisse. Alors ce médecin-là, il répondait, mais écoutez, vous me demandez l'impossible, vous me demandez un médicament miracle. Vous savez bien que ça n'existe pas. Alors je disais, mais écoutez, vous êtes bête ou quoi? Dites-moi que ça existe et puis donnez-le. N'importe quoi. Un placebo, c'est. Oui, alors donc, qu'est-ce qu'il faisait après ça, après avoir été provoqué comme ça? Ben, il riait. Tu vois, je crois d'ailleurs que la meilleure manière d'être avec les gens angoissés, c'est de rire. Enfin, d'essayer de... Je sais pas, j'en ai parlé justement, on mça dit que ça donnait l'impression qu'on se moquait d'eux. Moi, au contraire, la seule manière de s'en sortir pour moi, c'était quand les gens reprenaient des mots que je disais et les dramatisaient en riant. Alors là, j'arrivais des fois à rire. Bon, enfin bref, alors donc il riait. Et puis, il me dit, bon, je vais vous donner un médicament miracle. Évidemment, ça n'avait aucun effet, puisqu'il avait détruit lui-même. Et puis, il regardait dans son Vidal. Tu lui avais enlevé d'avance la possibilité d'avoir lui-même l'idée de te donner un médicament miracle en disant que c'était un médicament miracle. Oui, mais enfin, je sais à quel médecin je m'adresse. Il n'aurait pas eu cette possibilité, lui. Tu aurais dû aller voir un médecin inconnu. Ah, ben, tu sais, je crois que c'est des faux problèmes, parce que j'aurais dit, oui, mais lui, s'il croit au médicament miracle, c'est qu'il est bête. Ça n'existe pas. Non, c'était bien d'agresser un type qui disait, mais non, ça n'existe pas, voyons raisonner. Mais d'un autre côté, si un type m'en avait proposé, j'aurais dit qu'il n'y connaissait rien. Parce que c'est de toute manière l'impression que les médicaments ne peuvent rien faire pour ça. Enfin, ou ils peuvent la calmer. C'est comme les somnifères. Si un type a essayé de se suicider, que je lui donne des somnifères, ça peut l'endormir un moment et puis l'empêcher de penser, quoi. Donc ça peut reculer un suicide, vous pouvez même l'éviter, mais ça ne guérit pas les raisons pour lesquelles il a voulu se suicider. Je crois pas. Ça permet de prendre le large. Le médicament a un pouvoir parce qu'il est en lui-même déjà un mode de réponse. Et elle le dit très très bien. Elle parle aussi du placebo ou du médicament miracle. À condition qu'on n'en soit pas dupe et qu'on croit au miracle. Je veux dire, c'est là l'efficace du médicament. Parce que tout ce qu'on peut en dire quant à l'effet physiologique contrôlable par des enregistrements de tracés cérébraux, etc., c'est-à-dire à une baisse du niveau d'angoisse ou à une modification de l'état thymique au sens où on peut le constater, l'enregistrer, est infiniment variable. Elle le dit aussi. Moi, ça me fait dormir. Normalement, il paraît que c'est anormal. Et effectivement, chacun a son mode de réaction au tranquillisant. Je veux dire, c'est une chose bien connue depuis longtemps. Il y a des gens que le café empêche de dormir, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans leur café. C'est donc au niveau du maniement du médicament comme parole, comme réponse, comme mode de reconnaissance voilé, comme référence à une supposée connaissance de l'autre, que le médicament peut être efficace. Donc il n'y a pas de solution? Ben, c'est pas les médicaments. Alors il paraît que c'est l'analyse, on va voir.
D'ailleurs, effectivement, je ne sais pas si le fait que je sois bien maintenant, c'est dû à l'analyse, mais effectivement, ça fait un bout de temps que j'y suis. Ça fait combien de temps? Ça fait, avec celui avec qui je suis actuellement, ça fait 2 ans. Tout psychanalyste compris, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans. Mais il ne faut pas dire ça comme ça, parce que c'est des circonstances un peu particulières qui ont fait que c'est si long. Il ne faut pas décourager. Décourager les candidats. L'expérience analytique est philosophiquement intéressante et je dirais pleine de signification dans la mesure précisément où elle replace tous les problèmes dans un rapport duel, puisque si je comprends bien l'essentiel de l'expérience analytique, c'est le transfert, c'est donc de vivre avec un autre et dans une sorte de miniature de tous les rapports passés, parentaux, des rapports actuels, de revivre sur une sorte de maquette de situations réciproques la possibilité d'un rapport avec autrui. Alors, l'expérience analytique est tout à fait exemplaire en ce sens-là, dans la mesure où elle n'a pas d'autre recours précisément qu'à cette façon de dire devant l'autre, de libérer une sorte de parole de l'angoisse devant un autre. Comment ça s'est passé quand tu es allé voir un psychanalyste pour la première fois? Du point de vue de l'angoisse, ça n'arrange rien. C'est même plutôt pire. C'est même plutôt pire. Oh ben oui, j'étais très angoissée, d'autant plus que j'étais avec quelqu'un qui m'angoissait particulièrement. Il n'y avait pas un contact chaleureux. Alors j'avais peur. Et peur de quoi alors, précisément? Ça commençait depuis le début. Quand j'étais à la porte et que j'entendais les pas qui arrivaient, alors là, c'était vraiment la circonstance déclenchante type. Je pouvais plus parler. Alors pendant une demi-heure, je ne parlais pas. Ou alors des fois, Lui non plus? Il te laissait te taire? Eh bien, il essayait de me relancer, mais c'était difficile. Il s'y prenait peut-être mal, ou pas de la manière qui m'aurait convenu. Alors j'étais agressive, des fois, pour finir là en beauté. Et puis je partais. Et tu revenais Puis je revenais, même cirque. Oui. Toujours. Dans le métro, je me disais, tiens, je vais pas faire comme la dernière fois, c'est bête. Et puis, en fait, non, dans le métro, ce qui se passait, c'est que tout ce que j'avais accumulé comme réflexion intéressante à dire au moment de l'analyse s'estompait. Ah, tu as accumulé des réflexions quand même. Oui, je me disais, tiens, je parlerai de ça, et puis tiens, je dirai ça. Tu faisais ton petit plan à l'avance? Oui, enfin, c'était pas sur papier, hein. Mais oui, en gros, c'était ça. Et puis dans le métro, ça commence à s'estomper. Alors, en franchissant la porte d'entrée, je me disais, enfin la porte du hall, je me disais, je vais quand même pas me laisser impressionner par les pas. Et puis ça recommençait. Je sonnais, et dès que j'avais sonné, je guettais les pas. Et... Alors ça a duré combien de temps avec ce psychanalyste-là? 2 ans. 2 ans avec lui. Puis il est mort. Ça s'est arrêté. Je pense que ce que dans l'analyse on appelle le transfert est très proche de l'état amoureux. Et je pense qu'à partir du moment où on écoute véritablement quelqu'un parler sans
de sa difficulté d'être, comme on dit, et qu'on le laisse parler. On ne peut pas y rester insensible et que, d'une certaine façon, l'analyste, quoi qu'il en est, ressent quelque chose qui est bien proche, sinon d'un état amoureux, tout au moins d'un grand intérêt et d'un attachement. Et tu vas le voir 3 fois par semaine? Non, il est très occupé. Alors il n'a qu'1 ou 2 fois au maximum à me proposer. Enfin, l'année dernière c'était 2 fois, puis cette année, peut-être qu'il me trouve mieux, ou alors peut-être qu'il n'a pas de temps, peut-être qu'il ne s'intéresse pas à moi, je sais rien. Puis je cherche pas à le savoir. Enfin, c'est 1 fois cette année. Et comment ça se passe chez lui? Oh bah chez lui, ça se passe... ça commence à se passer pas mal. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je commence à me sentir à l'aise, à me sentir acceptée, et bon, à parler librement. À te sentir accepté, mais dis-moi, c'est quand même ton métier de t'accepter. C'est quand même quoi? Son métier. Bah oui, mais tous ne le font pas. C'est vrai. C'est vrai. Et de quoi tu lui parles? Oh bah je lui parle justement, quand j'étais angoissée l'année dernière, je parlais de ça. Et d'ailleurs même, je crois que je l'étais beaucoup, parce qu'il avait conclu un jour en disant « Quelle vie ?» Un psychanalyste qui dit ça, c'est désespérant. Il parlait de toi ou de lui? Je ne sais pas. Je pense qu'il parlait de ma vie, mais peut-être qu'il parlait de la sienne. Enfin, il vaut mieux penser qu'il est un peu moins angoissé que moi. Et alors tu lui racontes les événements du jour, ou alors, comme on peut le penser pour les profanes, tu lui racontes des histoires de ta petite enfance? Non, je lui raconte ce qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire ça dépend. Ça, oui, il m'arrive de parler de ce qui s'est passé plus tôt. Est-ce qu'il fait des interventions? Rarement. Et puis le pauvre, je l'insulte beaucoup quand il intervient. Alors... Ah bon? ça Alors ça le dissuade? Peut-être, oui. En un mot, le rapport à l'autre existe quand cet autre est vraiment vivant, c'est-à-dire quand lui, quelque chose de son rapport à l'amour et de son rapport à la mort est là, actuel, et non pas déjà classé, figé, rangé dans des catégories. Et là, je fais un petit peu référence à mon expérience, puisque vous m'interrogez avec un point de départ clinique, comme on dit. Lorsque vraiment nous réussissons à être présents à nous-mêmes devant un angoissé, devant quelqu'un qui est en proie à une crise d'angoisse, lorsque nous réussissons à rester présents à nous-mêmes, c'est-à-dire à ne pas nous retrancher derrière des explications toutes faites, derrière de bonnes raisons, derrière de bons conseils, lorsque nous sommes présents à nous-mêmes, c'est-à-dire présents à notre propre angoisse devant la mort ou à notre propre question devant la difficulté de l'amour, nous sommes capables d'entendre celui qui est en proie à cette crise. Et je n'ai pas d'exemple que dans cette situation, la crise, sur le moment au moins, ne cède pas. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une réponse qui est donnée, mais un témoignage qu'on entend bien. De quoi il est question? C'est-à-dire qu'il est vraiment question de notre position, je dis là encore avec des mots un peu usés, mais nous n'en avons pas d'autres devant l'amour et devant la mort. Peut-être que dans le monde moderne, si la psychanalyse a la place qu'elle a, tout au moins dans notre culture occidentale, c'est donc non seulement parce que, comme nous le disions, il y a une sorte de bouffée d'angoisse venant de toutes les sources de notre expérience, mais aussi parce qu'il y a une certaine qualité de relation avec autrui qui est techniquement instituée, quelque sorte, par la relation analytique. Et c'est là-dessus, alors que, à son tour, les moralistes et les philosophes devraient réfléchir, dans la mesure où la relation analytique est comme un petit laboratoire de quelque chose qui est... qui doit sortir du champ clos de la psychanalyse.
Mais Paul Ricoeur, s'il a fallu instituer une technique pour établir une communication avec autrui dans le monde contemporain, n'est-ce pas que ce monde présente un défaut remarquable de cette communication ? Ah mais je suis absolument persuadé que c'est ça le malheur de la modernité. Ben, c'est que toutes sortes de liens communautaires, institués ou non, qui étaient des institutions de la relation avec autrui, se sont effondrés. Et dans la mesure où nous avons beaucoup plus rapport avec des objets et où nos loisirs comme notre industrie est ordonnée, mise en ordre abstraitement, enfin, il y a une sorte de disparition de l'autre avec son visage. Les situations, on peut dire, de face à face, d'interpellation, se sont comme effacées au profit de relations extrêmement abstraites. Moi, je crois que c'est cette espèce de dérive de subjectivité affolée qui constitue le drame de la modernité. Toute la société, telle qu'elle est agencée aujourd'hui, est quand même très profondément marquée de cet évitement des questions fondamentales. Voilà ce qu'on découvre dans l'analyse, c'est qu'un jour ou l'autre, il faudra bien trouver d'autres lieux pour que ça puisse se dire. Fondamentalement, c'est ça. Si le lieu analytique existe actuellement, c'est que l'agencement de la société est tel qu'il n'y a plus beaucoup de lieux où ça puisse se dire. Enfin, et se vivre surtout. Ces autres lieux où une relation véritable à l'autre puisse se vivre, ces autres lieux, autrement dit, où la prison de l'angoissé puisse voler en éclats, quels sont-ils ? Julie était bien incapable de le dire. Partout où elle se tournait, elle trouvait devant elle un mur. Mais nous, allons-nous rester enfermés avec elle ? Aussi, le moment est-il venu peut-être de nous séparer d'elle, et non pas évidemment de la laisser tomber, mais au contraire, de faire semblant de la quitter, pour la rejoindre par une autre voie, là, justement, où elle ne nous attend pas. Et ceci, en ouvrant d'autres perspectives, une autre scène, pour reprendre le titre de notre émission, où le drame qui s'est noué et bloqué sur la scène même de l'angoisse était peut-être déjà en train de se démêler dans les coulisses. Cela exige une reconversion dont sans doute Julie, au paroxysme de ses crises, était bien incapable, et dont il fallait d'abord la sortir, comme le dira tout à l'heure Paul Ricoeur. Mais la parole que l'on peut entendre sur cette autre scène, que célèbre curieusement sur le même ton, ou presque, le matérialiste, je dis ce mot entre guillemets, Serge Leclerc, et le chrétien Paul Ricoeur, cette parole, il y a fort à parier qu'elle peut nous rendre plus sereins et plus forts au moment où nous nous sentons glisser de nouveau vers le gouffre noir, vers l'affreuse dérive de l'angoisse. Julie, tu es évidemment libre, mais nous nous ferons peut-être pardonner de t'avoir arraché un témoignage pénible, si nous t'avons livré, nous aussi, ce fruit de notre expérience. Je dirais qu'il y a probablement une espèce ou des espèces d'angoisse qui relèvent vraiment alors de la thérapeutique, et je dirais même pour que on soit capable
d'autres qualités d'angoisse que celle-là. Le problème, ce n'est pas de priver l'homme d'angoisse, mais c'est de le guérir en somme d'une angoisse primaire et qui, elle aussi, est peut-être un masque, un écran pour ne pas entrer alors dans une certaine problématique de la finitude, d'un rapport alors authentique avec la mort. Il y a peut-être des angoisses authentiques et des angoisses inauthentiques. Je ne crois pas que si quelqu'un, Julie ou quelqu'un d'autre, était guéri au sens donc médical du mot, si ça a vraiment jamais un sens, on en aurait fini avec l'angoisse. Je pense qu'au contraire, le problème médical ici, c'est de rendre quelqu'un capable d'une autre qualité d'angoisse que celle qui lui fait crier au secours et s'adresser à un médecin, pas à un psychanalyste, donc entrer dans un certain rapport, parce que là, il y a une certaine demande. Bon, mais je serais même tenté de dire que la fonction de la psychanalyse ici, c'est d'aider quelqu'un à entrer dans le parcours complet de l'angoisse, c'est-à-dire d'entrer dans ce cycle, alors de ces angoisses que j'ai appelées plusieurs fois ici instituantes ou constituantes, qui vraiment me constituent dans mon humanité et qui ne sont pas, encore une fois, à fuir et ni même à guérir au sens propre du mot, mais à endurer. J'ai employé plusieurs fois ce mot endurer, qui je crois vient quelquefois d'ailleurs sous la plume de Freud et qui vient du poète Heine, n'est-ce pas? Il faut supporter, ertragen, n'est-ce pas? Il faut supporter la dureté, die Härte, supporter la dureté de l'existence. Alors ça c'est toute une expérience de sagesse dont probablement la phase médicale est elle-même une sorte de segment. La vraie mort ne devrait être que naturelle. Mais cette mort naturelle me paraît très très souvent, même aujourd'hui, anticipée. Vous savez que dans la Bible, on nous raconte, puis dans d'autres récits, ou d'autres textes, on nous raconte que les gens vivaient très très vieux. Alors on dit c'est parce qu'ils ne savaient pas compter, qu'ils ne savaient pas quand ils étaient nés. J'en suis pas si sûr. Effectivement douteux. Je crois que la mort naturelle, je rêve, hein, est une mort qui est en général très au-delà de ce que nous avons appris à connaître comme espoir de vie ou comme temps de vie moyen. Que la mort se produit par défaut d'amour. Enfin, qu'il y a un beau jour, quelque chose, enfin, ou petit à petit, quelque chose qui s'use dans nos possibilités de maintenir notre relation à l'autre, mais qu'à la limite, c'est fou et délirant, bien sûr, mais qu'à la limite, je ne suis pas loin de croire à la possibilité de l'immortalité, non pas dans l'au-delà, mais présentement. C'est-à-dire qu'après tout, si on continuait vraiment à pouvoir aimer, et si, on faisait abstraction de tout ce qui se passe de l'ordre du refoulement, de la contrainte, dans toute organisation sociale, d'une certaine façon, logiquement, pourquoi est-ce qu'il y aurait une mort? D'ailleurs, dans les mythes, les fantasmes, au paradis, on vit éternellement. À partir du moment où quelque chose d'un royaume d'amour est institué, il n'y a plus de mort.
la fonction du rapport avec l'autre n'est pas du tout de me délivrer de moi-même et d'aucune de ces trois sources d'angoisse, mais de les vivre autrement. Je dirais pas moi disparaissant dans l'autre, mais moi devant l'autre, vivant autrement l'angoisse. Le problème, si vous voulez, n'est pas d'éluder, et ce serait attendre trop de l'autre qu'il me délivre de cela, mais endurer. Qu'est-ce que vous appelez l'amour? Puisque pour décrire un royaume de l'amour, encore faut-il avoir une idée de ce que cela veut dire. Le mot d'amour a une charge religieuse. Oui, mais là aussi une charge érotique. Non pas au sens très restreint et très pitoyable de l'érotisme contemporain ou de la pornographie, mais une charge d'éros, de puissance de vie, et que elle dit quelque chose d'une parole. Enfin, comme on dit une logique, vous voyez, on peut dire une érotique. Une érotique, c'est une logique ou un langage qui est justement fondé sur cette présence du rapport à l'autre. Et c'est là encore un point où la situation analytique me semble être une situation privilégiée. Parce que là, on laisse se dire ce qu'il en est de cette érotique. Il faut peut-être prendre du champ par rapport à ce concept d'éros et non pas lui opposer, mais l'articuler par celui d'une parole qui m'est adressée, d'une parole qui m'interpelle et qui par conséquent n'est pas la vie. Eros, bon, puisque nous parlons grec, je dirais qu'Eros n'est significatif que dans un rapport avec Logos. Mais sans faire de la sémantique et ni des jeux de mots, enfin, j'aimerais dire ceci, reprenant la parole du psalmiste qui dit toute vie est comme l'herbe des champs, le matin elle fleurit et le soir elle est fanée, mais ta parole demeure. Il ne s'agit pas de moraliser, de spiritualiser ou que sais-je, n'est-ce pas? Il n'y a pas à prêcher dans l'ordre de la relation analytique, mais il faut être capable de rendre l'homme capable d'être prêché, si vous me permettez l'expression, ou j'entends par là tout simplement d'entrer dans cette espèce de parole du psalmiste, de se pleurer soi-même comme herbe à faucher, mais dans la perspective d'une parole que je célèbre. Et par conséquent, c'est dans ce rapport de la tristesse du fini avec une célébration. Alors, j'avais employé un mot qui est peut-être extrêmement banal, et en passant, tout à l'heure, je disais qu'il fallait entrer dans une sorte d'économie du don. Enfin, alors, je crois que c'est dans cette économie-là qu'il faut entrer d'une manière générale. Pas vis-à-vis de ma propre mort, je dois échapper à ce sentiment d'avarice. Bon, il me reste probablement que très peu d'années à vivre, il faut que je les emploie bien. Bon, cette espèce d'esprit de parcimonie, d'économie, et où je suis perdu, si j'entre là-dedans. Je crois qu'au contraire, il faut que je reste dans l'économie de la dépense, et de la dépense échangée, en quelque sorte. Et bon, alors c'est peut-être cela qui a disparu avec les fêtes, avec des tas de choses de ce genre, cette espèce d'assaut de festivité. Alors, si je pouvais considérer que ma propre existence courte, c'est une sorte de don précaire et pour lequel je remercie, alors je pense que ça, je ne sortirai pas de l'angoisse, mais je l'endurerai. Alors comment tu vois l'avenir? Pour l'instant, je le vois bien, puisque je te dis, je ne suis pas angoissée en ce moment. Mais je sens que j'ai l'impression que c'est, tu vois, je me dis tout le temps, pourvu que je reste dans cet état, pourvu que ça ne revienne pas. Je me sens pas vraiment sortie de là.
France Culture vous a présenté L'autre scène ou Les vivants et les dieux, une émission de Claude Métras et Philippe Nemo. Aujourd'hui, L'angoisse, avec Julie, Serge Leclerc, psychanalyste, et le philosophe Paul Ricoeur. Assistante de réalisation, Micheline Ortlieb. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 février 1976. Once I knew skin and bone. I've been in the world. Now air to sing, still I could hear